Hier soir, c'était WrestlePalooza et pour le premier PLE diffusé sur ESPN, on pouvait penser que la WWE avait envie de marquer le coup. Avant même que le show ne commence, on était certain de couronner une nouvelle championne du monde avec le match entre Stephanie Vaquer et Io Sky qui donnait extrêmement envie. On avait aussi le retour en équipe des Usos et la première apparition de Edge Lee depuis plus de 10 ans, et donc même si WrestlePalooza restait un PLE mineur dans le planning de la WWE, c'était quand même un événement dont j'avais hâte et dont on va parler ensemble pour voir s'il a été à la hauteur. Rapidement, avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle pour vous, sachez que Oli a sorti des nouvelles saveurs pour la rentrée et il en reste encore. Déjà, vous pouvez toujours profiter des saveurs Bob l'éponge, ananas, thé vert et carambole hibiscus avec les magnifiques thermoshakers dédiés aux personnages de la série, mais depuis la semaine dernière, vous avez aussi une nouvelle saveur dans la gamme hydration avec le goût fruit du dragon. Alors oui, je sais, depuis que la Chine Paris, on n'a plus de sous. Mais justement, si Oli sponsorise cette vidéo, c'est pas pour rien, parce qu'avec le code MonsieurHawkin5, vous économiserez 5€ sur votre première commande, et avec le code MonsieurHawkin, c'est 10% de réduction sur l'intégralité du site. Donc n'attendez plus, en plus jusqu'au 22 septembre, si vous commandez pour au moins 80€, vous avez un thermoshaker offert, et si vous hésitez encore, n'oubliez pas que Oli propose des packs découvertes qui vous permettent de tester les saveurs des différentes gammes pour vous faire une petite idée. Il y a aussi eu de la nouveauté récemment dans la gamme Milkshake pour ceux que ça intéresse, et quelque chose me dit que cette fin d'année va aussi être chargée en surprise. Bref, comme d'habitude, je vous laisse voir tout ça sur le lien en description et en commentaire épinglé. Je vous remercie pour ceux qui passeront commande, ça soutient beaucoup la chaîne. Et sur ce, parlons de WrestlePalooza. On est donc accueillis en direct de Indianapolis avec une introduction plutôt sympa, mais malheureusement une arène toujours très basique, et même si Triple H présente le show comme quelque chose d'immense et d'important, on sent que dans le fond, ce PLE risquait de rester quelque chose de très classique. Et puis bon, je vais pas vous mentir non plus, mais quand un show commence par l'entrée de Pat McAfee, pour moi ça annonce rien de bon, hein. Mais bref, on sait jamais, voyons justement ce qui s'est passé en parlant du premier match de la soirée, celui entre Brock Lesnar et John Cena. Et là, je vous le dis tout de suite, ce combat c'est celui qui m'intéressait le moins. Certes, c'est un des derniers de John Cena, donc en théorie j'aurais dû être intéressé, mais pour moi le choix d'adversaire est juste décevant. Et je le précise parce que c'est quand même important, là je parle vraiment seulement en termes de catch. L'affiche Cena-Lesnar, indépendamment de toutes les histoires avec Brock, elle me donne juste pas envie. Je sais pas si c'est le fait que je considère pas vraiment Lesnar comme un des grands rivaux de John Cena, le fait que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de cette histoire ou juste un ras-le-bol de Brock Lesnar avec tous les matchs qu'il a eu ces dernières années, mais honnêtement, je m'en foutais de cette rencontre dès l'instant où elle a été teasée. Parce que oui, ça faisait déjà plus d'un mois qu'on savait que ce match aurait lieu tôt ou tard, hein, parce que Brock Lesnar a fait son retour pour attaquer John Cena à la fin de SummerSlam, et c'est donc sans aucune raison que cette rencontre a été organisée. Et oui, je suis désolé, autant pour Punk, Orton et Cody, il y avait une certaine logique, et même pour Logan Paul, il y avait un semblant d'histoire, mais là franchement, il y a rien, et c'est sûr que ça aide pas non plus à s'investir. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est comme ça, hein, la WWE a décidé d'organiser ce match hier soir, donc faut bien en parler, et on accueille donc John Cena et Brock Lesnar pour enfin régler cette rivalité. Bon, clairement, dès les premiers instants, j'ai compris que cet affrontement n'était pas du tout aussi important que ce que la WWE voulait nous faire croire. Parce que si l'arrivée de Paul Heyman pouvait être intéressante d'un point de vue histoire, surtout avec son association avec Seth Rollins, il est en fait uniquement là pour annoncer Lesnar et il quitte le ring juste après pour laisser le match débuter de manière très classique. Parce que oui, soyons honnêtes, cet affrontement c'est littéralement le même que tous les matchs de Lesnar, il détruit son adversaire facilement et John Cena ne peut rien faire d'autre que d'encaisser les prises et les souplexes, et ces quelques petits retours ne servent strictement à rien. De son côté, Lesnar commence à compter les souplexes, mais alors qu'il a réussi à en placer que 2, il est surpris par le premier vrai retour de John Cena qui enchaîne les coups de bélier à la volée pour faire tituber son rival. Convaincu qu'il doit en finir vite, Cena place pas moins de 3 attitude adjustment qui ne lui offrent qu'un compte de 2, et alors qu'il veut enchaîner avec son 5 knuckle shuffle, la bête se relève et le couche avec 4 F5 pour immédiatement reprendre le contrôle. Bon, à ce moment-là, c'était clair qu'on n'aurait pas un affrontement plus intéressant que ça, hein, et ça se confirme quelques instants plus tard, puisque Lesnar envoie un 5ème F5 et rive les épaules de John Cena pour remporter ce match et nous offrir une ouverture extrêmement décevante à WrestlePalooza. Parce que oui, là j'ai juste rien à dire, l'histoire était inexistante, le match n'avait aucun sens et était simplement placé là pour essayer d'attirer de nouveaux fans avec l'arrivée de la WWE sur ESPN, et si certains y verront une référence à SummerSlam 2014, personnellement j'y vois juste de la fainéantise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2014, Cena était encore en mode super-héros et la WWE avait vraiment choqué tout le monde en donnant une victoire aussi expéditive à Lesnar pour le titre, mais en 2025, je ne vois absolument pas l'intérêt de nous sortir un tel match et de donner une victoire aussi facile à Brock Lesnar, surtout pas au vu du match que Cena nous a sorti contre Cody Rhodes à SummerSlam. Parce que, mine de rien, avec ça, la WWE nous montre juste que Lesnar est un des mecs les plus forts du roster, d'autant qu'il en remet une couche après le match en détruisant encore plus son adversaire et l'arbitre au passage, mais ça ne mène strictement à rien, puisqu'après ça, il quitte le ring et permet au show de continuer. Alors, j'imagine que tout ça, ça veut dire que ce retour de Lesnar, il est pas temporaire et qu'il va certainement continuer à faire des matchs après ça, malheureusement, mais personnellement, j'y vois aucun intérêt et franchement, j'ai détesté ce début du show et je trouve qu'il a vraiment détruit le public pour tout le reste de la soirée.
Mais bon, écoutez, c'est comme ça, justement, passons à la suite en espérant quand même que ce soit mieux, et après une page de pub, mais littéralement de pub, pour le coup, on parle pas des clips classiques de la WWE, on peut accueillir LA Knight qui est l'arbitre du match suivant, celui entre les Usos et The Vision. Ça, c'était un des matchs que j'attendais le plus. Et ça va peut-être vous paraître bizarre parce que, à vos yeux, c'est certainement un des matchs les moins importants de la soirée, mais déjà, le fait de revoir les Usos en équipe, ça me fait plaisir, d'autant qu'à mes yeux, c'est autant bénéfique pour la division par équipe que pour Jimmy, et même pour Jay en vrai, et en plus, l'histoire racontée est franchement très intéressante. En soi, l'organisation du match, elle est classique, Jay est en rivalité avec The Vision depuis quelques temps, et Braun et Bronson ont continué à s'en prendre à lui malgré leur défaite à SummerSlam, et donc son frère jumeau lui est venu en aide pour organiser ce combat. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plutôt la direction que prend la WWE avec Jey Uso. Si déjà on a pu voir des tensions monter entre lui et LA Knight dans des segments plutôt cool, on a surtout vu un Jey Uso bien plus sérieux et énervé que d'habitude dans les derniers épisodes de Raw, et ça pour moi c'est une très bonne idée. Alors non, je pense pas que ça va mener à un heel turn, mais si déjà on retrouve les Usos sérieux qu'on a connus il y a quelques années, je pense qu'on peut vraiment se régaler, et donc rien que pour ça, j'avais hâte de ce match. Mais justement, accueillons les Usos qui débarquent d'abord avec leur ancienne musique d'entrée, ce qui m'a vraiment régalé pour être honnête, et qui tentent ensuite de recréer une Backlash 2024, mais qui recrée juste des mecs avec des flashs en fait. Bref, après ça ils sont rejoints par Braun et Bronson, et le match peut commencer avec un aspect encore plus intéressant parce qu'on se doute bien que l'ajout de LA Knight en arbitre spécial va avoir une grande importance. Justement, alors que la rencontre commence de manière plutôt classique avec une petite séquence des Usos puis une domination de Bronson Reed qui part à l'extérieur pour essayer d'utiliser une chaise, LA Knight l'interrompt mais il laisse finalement Jimmy le frapper avec l'arme pour prendre l'avantage. Cet avantage, justement, les Usos le conservent puisque Jay s'élance avec un splash pour permettre à son frère de dérouler dans le ring, mais Braun et Bronson ne se laissent pas longtemps dominer et Breakker intervient pour redonner l'avantage à son équipe. Ce moment, il permet aussi d'insister sur le fait qu'on n'aura pas un match classique, puisque LA Knight n'a aucune envie que cette rencontre se termine par disqualification, et donc il laisse Bronson Reed utiliser une chaise pour détruire Jimmy Uso. A partir de là, on va avoir une grande domination des associés de Seth Rollins qui font des changements rapides et empêchent Jay de rentrer dans le ring pour sauver son frère, et mine de rien, c'est quand même quelque chose d'important parce que pour rappel, ils sont face à une des plus grandes équipes de la WWE. Du coup, forcément, Jimmy ne tarde pas à revenir, il esquive Bronson qui s'écrase tout seul sur la chaise placée dans le coin avant d'enfin faire rentrer son frère qui déroule sur Bron Breakker, pour confirmer que les Usos sont toujours aussi bons en équipe. Justement, pour insister là-dessus, Jimmy et Jay font rentrer une table sur laquelle ils prévoient d'écraser Bronson, et même si le retour de Breakker retarde leur plan, ils réussissent à le coucher avec un 1D qui passe proche de mettre un terme au match. Honnêtement, avec tout ça, on a un très beau combat, et ça se confirme avec l'enchaînement qui suit, puisque Jay subit un Breckensteiner avant d'esquiver le moonsault de Bronson Reed qui est détruit par une Swanton de Jimmy, et même s'il est immédiatement découpé par un spear de Bron Breakker, Jimmy peut compter sur son frère qui envoie lui aussi un spear à son adversaire avant de s'élancer avec son Uso Splash pour là aussi passer proche de la victoire. Bien sûr, dans tout ça, on n'oublie pas les tensions entre LA Knight et Jey Uso, puisque ce dernier s'élance sur Bronson Reed à l'extérieur et passe proche de toucher l'arbitre de la rencontre, et de retour dans le ring, il est à nouveau à deux doigts de détruire LA Knight avec une chaise, ce qui mène tout droit à la fin du match. Et oui, même si Jay réussit à reprendre un petit avantage, il est très vite détruit par un spear de Bron Breakker, et alors que LA Knight se place devant les Usos pour voir s'ils sont en état de combattre, Breakker s'élance avec un second spear qui est esquivé par l'arbitre, mais qui envoie Jimmy et Jay à travers la table. Après ça, Bronson n'a plus qu'à envoyer son tsunami sur Jay pour lui river les épaules, et il donne donc la victoire à son équipe pour remettre WrestlePalooza dans le droit chemin. Parce que oui, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce match, j'ai trouvé que le rythme était bon et que les échanges étaient très propres, et surtout, j'ai trouvé l'histoire racontée vraiment intéressante, et j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. En plus, le résultat est logique, si la WWE veut mettre Braun et Bronson en avant comme le futur, il faut commencer à leur donner des victoires importantes, et ça commence par ce genre de match, donc honnêtement, rien à dire, j'ai passé un bon moment. Et justement, pour rester sur les choses importantes et intéressantes de cette soirée, on va directement passer à la suite avec le match entre Io Sky et Stephanie Vaquer pour le titre de championne du monde. Et ça, c'est un combat sur lequel je suis un peu partagé. D'un côté, j'avais très hâte de le voir et la WWE a fait un excellent travail en mettant deux catcheuses aussi talentueuses dans le match pour la ceinture laissée vacante par Naomi, mais d'un autre, pour moi, ce match aurait déjà dû avoir lieu à Clash in Paris. Alors oui, c'est peut-être qu'un détail, parce que quoi qu'il arrive, c'est une affiche extrêmement intéressante, mais je trouve quand même ça bizarre d'avoir attendu aussi longtemps avant de remettre en jeu le titre de championne du monde. Mais bon, quoi qu'il arrive, je savais qu'on allait vivre un très grand match, et justement, n'attendons plus, accueillons Stephanie Vaquer et Io Sky, et voyons ce qui s'est passé. Bien sûr, les premiers enchaînements sont plutôt classiques, les deux femmes cherchent à prendre l'avantage avec des prises de lutte et elles font monter la tension pour investir la foule, et elles enchaînent finalement les tombées pour tenter de mettre très vite un terme à cet affrontement. À ce moment-là, personne ne prend vraiment l'avantage et il faut attendre encore un peu avant de voir Io dérouler sur son adversaire pour dominer pendant quelques moments, mais très vite, Stephanie réussit à contrer et elle revient pour à son tour prendre l'avantage. Honnêtement, ce début de match est très classique et même un peu décevant presque pour moi parce que le rythme est plutôt lent contrairement à ce que j'attendais, mais les premières grosses prises ne tardent pas à arriver avec Io qui reprend le contrôle grâce à un très beau backbreaker avant d'enchaîner pour finalement se jeter sur son adversaire.
À partir de là, on sent que le combat devient bien plus sérieux, les sourires s'effacent des deux femmes et les coups sont portés avec bien plus d'intensité, mais pour autant, personne ne prend un réel avantage et Io et Stephanie Vaquer échangent des coups et des prises pour le plus grand plaisir des fans. Même si on a l'impression que l'ancienne championne s'en sort un peu mieux à ce moment-là, puisqu'elle place quelques prises et met un terme au retour de Vaquer avec un ciseau-tête et un coup de pied, on réalise très vite que Stephanie s'est très bien préparée puisqu'elle contre le moonsault et reprend le contrôle. Après ça, elle déroule avec son Devil's Kiss et son SVB, mais alors qu'elle pense avoir l'avantage, elle est à nouveau reprise par Io qui l'écrase avec un très grand Spanish Fly du haut de la 3ème corde, et qui enchaîne avec de violents coups de genoux pour à nouveau préparer son moonsault. Seulement, une fois de plus, Stephanie Vaquer la voit venir et elle contre encore la prise de finition de son adversaire avant de s'élancer à son tour avec un très beau corkscrew moonsault depuis la 3ème corde, qui lui permet finalement de river les épaules de son adversaire pour remporter le match, et devenir championne du monde de la WWE pour la toute première fois de sa carrière. Honnêtement, je suis très content de ce résultat et j'ai beaucoup aimé le match parce que même si le début m'a un peu surpris et que je l'ai trouvé un peu lent, la deuxième partie était extrêmement cool et même si j'aurais préféré que le public soit bien plus investi, comme par exemple ça aurait été le cas à Paris, j'ai quand même vraiment hâte de voir ce que Stephanie Vaquer va faire avec cette ceinture parce que je sens que ça va être très intéressant. Mais bon, pour ça il faudra suivre les prochains épisodes de Raw ou simplement regarder le Coin Catch sur Twitch, YouTube ou les plateformes de podcast. Et en attendant, on peut passer à la suite avec le match entre CM Punk et AJ Lee et l'équipe de Seth Rollins et Becky Lynch. Et pour le coup, ça c'est une affiche assez importante. Alors non, il n'y a pas de titre en jeu, et oui, la rivalité entre Rollins et Punk, elle dure depuis quasiment un an, mais pour moi c'était quand même un match intéressant sur le papier. L'histoire de cette rencontre, elle commence à Clash in Paris, puisque c'est là que Becky est venue coûter le match à CM Punk pour permettre à son mari de conserver son titre, et si cet événement marque à mes yeux l'intégration de Becky dans The Vision, il a aussi servi à nous offrir un très grand retour. Parce que oui, si vous suivez le catch que de loin, ça peut vous paraître bizarre que je parle de AJ Lee en 2025, mais pourtant, après les attaques répétées de Becky sur CM Punk, le catcheur Straight Edge a fait appel à sa femme et AJ a fait son retour pour rendre officiel cet affrontement. Du coup, entre l'association Becky Rollins, que je trouve très intéressant, surtout en tant que heel, parce qu'en 2019 c'était pas génial, et le retour de AJ Lee qui fait vraiment plaisir, d'autant que visiblement c'est pas juste pour un match, j'avais quand même hâte de voir ce que tout ça allait donner, et ça me paraissait logique de voir Punk et AJ repartir avec la victoire. On peut donc accueillir le champion du monde et la championne intercontinentale qui nous sortent une entrée vraiment sympa avec une tenue assortie, et ils sont très vite rejoints par CM Punk et AJ Lee qui ne font pas dans les artifices et qui sont juste là pour se battre. Justement, Becky et Seth ils vont pleinement profiter de cette situation, ils frustrent AJ Lee en l'empêchant de combattre et Becky lui envoie même une claque avant de se réfugier auprès de son mari pour forcer l'entrée de CM Punk, mais de son côté, le catcheur Straight Edge ne perd pas une seconde et il s'élance sur son rival avant de dérouler à l'extérieur. Du coup, on quitte très vite le côté un peu comique du début du match pour avoir une rencontre plus sérieuse avec une grande prise de contrôle de Seth et Becky qui isolent Punk dans leur coin et empêchent AJ de combattre, et même quand l'ancien champion réussit à revenir, Rollins ne va pas faire le changement et s'assure alors que AJ Lee ne puisse pas rentrer dans le ring. Parce que oui, là on n'est pas sur un match par équipe classique, donc s'il y a un changement d'un côté, il est automatiquement effectué de l'autre, et justement les champions réussissent à distraire l'arbitre pour qu'elle ne voit pas le relais entre Punk et AJ, et pour le coup le match est plutôt bien construit à ce niveau-là. Même quand CM Punk réussit à esquiver l'attaque combinée de ses adversaires et qu'il se retrouve seul dans le ring pour enfin faire rentrer sa femme, celle-ci est attaquée par Becky qui empêche encore le changement, et il faut finalement attendre que Punk trouve une ouverture avec un GTS pour que le match prenne une tournure différente. Malgré l'intervention de Becky, le changement est effectué et AJ peut alors officiellement combattre pour la première fois depuis son départ en 2015, et vous vous en doutez, c'est à partir de là que le match démarre vraiment. AJ déroule sur Becky avec des coups de poing, elle contre la powerbomb et déroule avec des enchaînements pour montrer qu'elle n'a rien perdu, et même quand Seth Rollins tente de l'arrêter, elle ne se laisse pas faire et réussit à dominer ses deux adversaires. Après ça, elle reçoit l'aide de son mari pour garder le contrôle et les deux placent un combo coup de genou Shining Wizard, et après une succession de contres, AJ place son Black Widow sur Becky Lynch pendant que son mari coince Seth Rollins dans un sharpshooter. Malheureusement, ce segment ne met pas tout de suite un terme au match et on a un enchaînement de contres vraiment sympa après ça qui permet finalement à Rollins et Becky de revenir avec un double pedigree qui ne leur donne toujours pas la victoire. Et honnêtement, ce qui se passe à partir de là, j'ai beaucoup aimé. C'est juste dommage qu'avant ça, le match soit un peu trop long à mon goût. Après ça, Becky et Rollins veulent placer un double GTS, mais ils sont contrés, et Jay place un Bexploder et se fait attaquer par Seth Rollins avant d'être vengé par son mari qui écrase le champion avec un stomp, et on a ensuite une confrontation plutôt sympa entre CM Punk et Becky Lynch, qui permet à Punk de prendre sa revanche en coinçant la championne dans un sharpshooter. Évidemment, ça ne dure pas bien longtemps, puisque Rollins revient et détruit à son tour CM Punk avec un stomp, mais là encore, le rythme ne ralentit pas, puisque AJ sort de nulle part et place un nouveau stomp au champion du monde, avant d'être écrasé par un Manhandle Slam de Becky Lynch. Avec ça, on sent qu'on approche de la fin du match et ça se confirme avec un échange de coups entre les 4 adversaires dans le ring, et finalement, après une lutte sur la table des commentateurs qui envoie Punk, Rollins et AJ à travers une table, cette dernière réussit à contrer le Manhandle Slam pour placer son Black Widow sur Becky Lynch et la faire abandonner pour remporter ce combat.
Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, le match était largement à la hauteur de mes attentes, même si j'avoue que c'était quand même un peu long, comme je vous l'ai dit, mais l'histoire entre les quatre, elle, est plutôt sympa et elle a été bien mise en avant dans la rencontre. Bref, j'ai personnellement passé un plutôt bon moment, même si j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde, et du coup, j'ai quand même hâte de voir la suite. Mais justement, la suite pour ce show, c'est le main event, et il est temps d'en parler avec le match entre Cody Rhodes et l'Undertaker. Ah non, pardon, c'est juste un petit segment avec l'Undertaker qui annonce que Stephanie McMahon sera intronisée dans le Hall of Fame en 2026. Non, j'ai eu peur. Enfin bref, allez, parlons enfin du dernier match de la soirée, celui entre Cody Rhodes et Drew McIntyre pour le titre de champion de la WWE. Et là, c'est un peu bizarre parce que autant j'attendais cette rencontre et je trouvais l'histoire très sympa, autant j'avais l'impression que ça allait mener nulle part. En fait, cette rivalité, elle a commencé juste après SummerSlam 2025, quand Drew McIntyre s'en est pris au nouveau champion de la WWE en lui envoyant un Claymore Kick sur la table des commentateurs, mais depuis, il s'est pas passé grand chose. Parce que si la raison officielle de cette attaque, c'est l'envie de McIntyre de prendre la position de numéro 1, et qu'il a d'ailleurs expliqué dans les épisodes de SmackDown qu'il en avait rien à faire des fans et des dirigeants de la WWE, contrairement à Cody, la vraie raison, elle est beaucoup moins stylé. En réalité, si Cody a quitté les écrans après cette attaque de McIntyre, c'est parce qu'il devait aller tourner un film, et il a simplement fait son retour la semaine dernière à SmackDown pour attaquer son rival et rendre ce match officiel pour WrestlePalooza. Et du coup, c'est ça qui est un peu dommage. Sur le papier, la rivalité McIntyre-Cody Rhodes, c'est excellent et les deux sont très bons dans leur rôle, mais pour moi, l'histoire a été racontée beaucoup trop rapidement et l'absence de Cody alors qu'il est champion du monde n'a forcément pas aidé non plus. Donc avec tout ça, ça me paraissait absolument évident que le champion allait conserver sa ceinture et même si je me doutais qu'on aurait un bon match, j'espérais surtout que cette histoire continue après WrestlePalooza pour raconter des choses plus intéressantes, et donc justement, dirigeons-nous vers cette rencontre pour voir ce qui s'est passé. On accueille donc le challenger et le champion et les annonces sont faites officiellement par Alicia Taylor pour enfin lancer ce main event. Cette première défense pour Cody Rhodes commence difficilement puisque Drew fait parler sa force pour prendre le contrôle d'entrée de jeu et même si le champion reprend vite l'avantage avec un Cody Cutter, on remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Visiblement, les séquelles de l'attaque de Drew sont encore présentes et justement, alors que Cody s'élance à 2 reprises sur son rival, il est capté et écrasé sur la table des commentateurs et Drew McIntyre peut donc reprendre sa destruction dans le ring pour se diriger confiant vers la victoire. Les quelques tentatives de retour du champion ne mènent nulle part et le challenger montre encore son côté violent en écrasant Cody sur l'escalier avec un Alabama Slam, mais malgré ça, le champion reste concentré et il revient avec une superplex avant de reprendre en confiance avec son combo Power Slam Disaster Kick et Cody Cutter. Dans tout ça, Drew ne se laisse pas surprendre, il contre le Crossroads et écrase à son tour son adversaire du haut des cordes, et dans tout ça, on a un match plutôt équilibré qui place les deux hommes au coude à coude. Les deux tentatives de Claymore ne passent pas et Drew se retrouve coincé dans un figure four dont il se sort avec des coups de poing, et on a ensuite un enchaînement vraiment intéressant puisque Drew pousse le champion vers l'arbitre qui réussit à sortir pour esquiver, mais qui revient donc trop tard pour officialiser le tombé tenté par le challenger. Et ça honnêtement je l'ai trouvé plutôt cool parce qu'on part pas dans la facilité de l'arbitre KO et on a quelque chose d'un peu plus original, d'autant qu'après ça Drew se dégage malgré le crossroads du champion et on a donc un peu plus de suspense vis-à-vis du résultat. En plus, après ça, le troisième Cody Cutter ne passe pas et Drew s'élance à l'extérieur avec un saut ultra impressionnant, et de retour dans le ring, McIntyre sort un immense Claymore Kick qui ne lui donne pas la victoire et qui remet donc la balle au centre. Bien sûr, ce dégagement va énormément frustrer Drew qui part à l'extérieur et prépare à nouveau son coup de pied à travers la table des commentateurs, mais puisque l'arbitre décide de s'interposer sans aucune raison, le champion réussit à esquiver et Drew envoie son Claymore dans le vide pour se détruire la jambe sur le bas de la table. Évidemment, ce moment mène tout droit vers la fin du match, puisque même si McIntyre garde le contrôle et prépare un nouveau Claymore Kick dans le ring, il ne réussit pas à rester debout suffisamment longtemps pour placer sa prise, et il est finalement couché par un super Cody Cutter suivi d'un Crossroads, qui permettent à Cody Rhodes de rester champion du monde. Et là pour le coup, je reconnais que j'ai été assez déçu. L'idée de mettre en avant le traumatisme crânien de Cody Rhodes dans le match, c'était une très bonne idée, mais malheureusement, ça n'a pas été utilisé plus que sur le premier spot avec le Cody Cutter. Et même si le match en soi est loin d'être mauvais, j'ai pas trouvé qu'il racontait quelque chose d'exceptionnel. À la rigueur, le seul truc que je peux voir pour la suite, c'est le fait que Drew McIntyre va pouvoir mettre en avant que Cody est protégé par la WWE avec l'intervention de l'arbitre, mais le problème c'est que s'ils prennent cette direction, pour moi ça fait pas du tout de Cody Rhodes un face, même bien au contraire. Donc honnêtement, je suis quand même assez curieux de voir quelle direction va prendre cette histoire, mais malheureusement, j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus important et d'un peu plus original. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est quand même sur cette image que se conclut WrestlePalooza, et vous l'aurez compris, même si le show était solide sur certains aspects, je trouve qu'on n'a pas du tout senti le côté spécial de l'événement. Je m'attendais vraiment à ce que la WWE sorte le grand jeu pour le premier show sur ESPN, mais finalement on a commencé avec un Cena Lesnar sans intérêt, et même si les autres matchs étaient honnêtement très bons, avec une mention spéciale pour le match féminin, j'avoue que j'ai été légèrement déçu par le main event. Comme je vous l'ai dit, même si le match était loin d'être mauvais, j'ai trouvé qu'on a moins vu le côté hargneux et dangereux de Drew McIntyre, qui est pourtant le centre de son personnage, et pour moi, ce qui nous a été raconté est trop proche de ce qu'on a vu entre Cody Rhodes et Kevin Owens l'année dernière.
Certes, c'était très bien, mais justement, je pense qu'on peut essayer de raconter quelque chose de différent, et sincèrement, j'espère que la WWE va décider d'être un peu plus originale pour donner une nouvelle dimension à cette rivalité qui est quand même censée être la plus importante. Du coup, c'est un peu étrange, mais pour moi, les matchs les plus intéressants, c'est ceux qui étaient presque les moins mis en avant sur la carte, et même si, encore une fois, en termes de qualité, tout ce qui vient après le Cena Lesnar est plutôt bon, voire très bon selon les matchs, je m'attendais à un show plus important et mémorable. Mais bon, vous le savez, avec la WWE, on commence à avoir l'habitude, il se passe rarement des choses majeures en dehors de WrestleMania, SummerSlam, le Royal Rumble et l'Elimination Chamber, et donc il faudra certainement attendre le mois de janvier pour que tout s'accélère, mais malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Du coup, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires, est-ce que vous avez apprécié WrestlePalooza ou est-ce que vous avez été déçu d'un show qui reste quand même mineur dans le calendrier de la WWE. Et sur ce, moi je remercie Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'oubliez pas, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé et les 2 codes promo qui soutiennent la chaîne et vous offrent des réductions. Et je vous attends aussi sur ma chaîne secondaire et ma chaîne Twitch pour voir plus de contenu. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.